Donc comme vous l'avez compris, en effet, le burn-out, c'est quelque chose qui est très différent de la dépression. La dépression, c'est un état latent qui va s'installer lentement, qui va venir de causes relativement profondes, voire potentiellement de l'enfance avec un héritage que l'on se traîne, ou d'une situation particulière rapidement identifiable et qui fait que l'on est dans un état comme ça un petit peu latent. Le burn-out, c'est très différent. Le burn-out, vous êtes dans une souffrance aiguë qui certes s'est installée de manière très insidieuse, progressivement, silencieusement, et qui va à un moment donné frapper très violemment. Comment est-ce qu'il frappe très violemment? Ça peut être tout simplement, entre guillemets, euh, ne plus arriver à se lever le matin. Ça peut être, je suis en pleine réunion, j'ai des troubles où, comme un peu de dissociation, j'assiste de manière très distanciée à cette réunion, comme si j'étais un petit peu dédoublée. Et puis, je peux m'emporter violemment alors que c'est pas du tout mon habitude. Euh, voilà, c'est à un moment donné quelque chose qui lâche, une espèce de barrage comme ça qui lâche. Alors soit c'est le corps qui lâche, soit c'est le psychique qui lâche complètement. Et, euh, et là, pour le coup, c'est très violent. Euh, alors, ça concerne qui et combien de personnes? Je me permets de lire mes notes par rapport à ça pour que ce soit très clair parce que c'est important. Aujourd'hui, j'ai lu une étude là récemment qui dit que 3,2 millions de personnes sont en risque de burn-out aujourd'hui, alors que seulement 30 000 cas de burn-out ont été officiellement déclarés. Il vient d'où ce gap entre les deux, entre ces deux chiffres? Quelque part, il manque 2,9 millions de personnes. Et bien, ces personnes-là, c'est pas tant, c'est pas que du déni, parce que le burn-out, vous verrez, est très souvent accompagné de déni. Euh, la différence qu'il y a, c'est que, ok, il y a 30 000 cas avérés, d'accord, de personnes qui se sont déclarées. Oui, il y a du déni, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont burn-out aujourd'hui et qui ne le savent pas, ou qui, même si elles le savent, ne le déclarent pas, ne s'arrêtent pas et continuent. Et puis, il y a ces millions de personnes, donc on est quasiment à 3 millions, hein, qui sont clairement dans le rouge. C'est-à-dire que c'est comme si vous avanciez avec une voiture, vous savez, où il y a le voyant essence qui est allumé depuis quelques temps déjà. Et vous continuez à rouler, voire même vous accélérez. C'est-à-dire que vous avez décidé, assez souvent consciemment d'ailleurs, de continuer, quoi qu'il arrive. Parce que vous ne pouvez pas. Alors là, c'est toutes les petites phrases que la victime de burn-out entend. Je ne peux pas, il faut que, etc., etc. Je ne peux pas m'arrêter, il faut que je continue. Je ne peux pas montrer ma faiblesse, c'est pas le moment. Euh, c'est de la fatigue, ça va passer, c'est normal. Voilà, donc c'est toutes ces petites phrases-là qui viennent faire que le burn-out est là, ou alors est en train de s'installer, et que la personne ne va pas à un moment donné éteindre le véhicule en disant c'est bon, c'est en surchauffe, j'arrête, je me repose, je me ressource, je remets l'essence si on reprend l'image du véhicule, et je vois comment je peux redonner de l'énergie à mon corps, à mon esprit, etc. Parce que c'est vraiment, et vous verrez, c'est tout un alignement, il n'y a pas que le corps dans l'histoire, il y a tout le reste qui suit. C'est pas une grippe qu'on va soigner avec des médicaments. C'est pas une fatigue que l'on va soigner, entre guillemets, avec plus de repos, tout simplement. C'est pas ça, ça suffira pas. C'est trop tard. Peut-être qu'au début, ça aurait pu commencer comme ça, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc aujourd'hui, donc je vous le disais, 3,2 millions de personnes en gros risque de burn-out. 7 salariés sur 10 déclarent avoir un travail nerveusement fatigant. Les cadres disent qu'ils sont de plus en plus en incapacité de se concentrer sur de longues périodes, de décider très vite, de gérer les priorités. Alors je parle des cadres, mais il n'y a pas que ça. On parle de burn-out également dans le milieu parental, dans la famille. Moi je reçois des mamans qui aujourd'hui ne peuvent plus. Alors avec le télétravail qui est venu forcément accélérer toute cette tendance-là, moi j'ai des personnes qui me disent je ne peux plus cloisonner, je ne sais plus, je n'y arrive plus, je suis dépassée. Euh, et ces personnes-là, déjà, je les félicite. Je commence par ça parce que
si elles sont déjà dans mon cabinet et si elles sont en train de me dire ça, c'est qu'elles déjà elles ont pris conscience. Et là, c'est le premier pas vers la guérison. Il n'y a rien de pire, comme je le disais, que le déni qui va enfoncer la personne dans tous ses symptômes, qui va refuser de voir les signaux, qui va refuser de saisir les mains qu'on lui tend et qui va du coup plonger plus fortement dans un burn-out. Moi, j'ai des personnes qui sont arrêtées pour burn-out et qui viennent me voir, qui sont en arrêt depuis 1 an, 2 ans. Et c'est pas du chiquet, quoi. Elles sont pas en train de tirer sur la corde en disant bah, c'est bon, elles sont en arrêt maladie. C'est vraiment pas ça. Enfin, vraiment, je peux en témoigner. Alors, d'une part, pour moi, l'avoir vécu, mais au final, je m'en suis bien sortie. Mais ces personnes que je vois, clairement, c'est pas des comédiens ou des comédiennes. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont été bien plus loin dans leurs limites. Et c'est venu toucher mais tellement plus de choses que le corps, au final. Il y a eu tout un système de valeurs, de croyances, toute une reconstruction à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi, comment je repense ma vie, comment je repense mon métier. Il y a tout ça, ma famille, parce que ça fait exploser. Hein. Quand on commence à se plonger là-dedans, on est en train du coup de reparamétrer tout notre périmètre, tout notre environnement. On est en train de remettre en question toutes nos capacités, nos comportements. On est en train de remettre en question nos valeurs, nos croyances, notre identité et le sens que l'on a dans la vie, la mission de vie que l'on aurait, ce à côté de quoi on est passé, ce à côté de quoi on ne veut plus passer. Donc il y a tout ça qui se joue dans un accompagnement de burn-out. Donc voilà, pour terminer sur ces chiffres, parce qu'ils sont quand même éloquents, 52% des salariés se disent anxieux au travail, 6% sont déjà en dépression, 24% sont en situation d'hyperstress, considérée comme très dangereuse pour la santé. Et aujourd'hui, il y a 18%, entre guillemets seulement, des salariés qui affirment avoir été victimes de burn-out. 22% qui en ont été témoins dans leur entreprise. Et 12% des dirigeants d'entreprise et 21% des indépendants, parce qu'il y a aussi cette population-là, sont passés par la case burn-out aujourd'hui. Alors, le burn-out, c'est quoi? Si on prend la définition, c'est un état de fatigue, d'épuisement mental, physique et émotionnel. Donc, vous voyez qu'on a vraiment tous ces paramètres-là, qui est caractérisé alors par un manque de motivation, par un manque de performance, alors qu'à l'inverse, la personne continue parce qu'elle veut être performante, mais en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Et après des mois, voire des années de surmenage et de surenchère, c'est du plus, le burn-out. C'est un cercle vicieux. Burn-out, ça veut dire brûler de l'intérieur. Imaginez le burn-out comme un chaos technique. C'est fini. C'est chaos, on est au tapis. Et la coupe est tellement pleine que ça se vide de manière très brutale. Et là, on n'avance plus. Ce cas-là qu'on décrit et que moi j'ai entendu de dire je ne peux plus me lever, mais c'est véridique. Moi, j'ai même une personne que j'accompagne, c'est même pas tant qu'elle n'a pas pu se lever un matin, c'est qu'à un moment donné, elle était en train de décrire une situation à son mari très problématique au travail, qui l'a fatiguée, qui l'a perturbée beaucoup. Et en racontant ça, ses jambes ne l'ont plus portée, elle s'est effondrée, sauf qu'en plus elle s'est fait très mal parce qu'elle est mal tombée. Donc c'est-à-dire à un moment donné, le corps envoie un signal très fort que ça doit s'arrêter. Et ça passe par tout ce qui est moteur. Donc en général, oui, en effet, les jambes. Si on a un travail qui passe peut-être par les bras, etc., ça va être les bras ou les poignets qui refusent de fonctionner. Enfin, voilà, c'est pas une blague, c'est pas de la magie, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que le corps envoie d'abord des signaux de fatigue, des signaux mentaux, de manque de concentration, de petites erreurs qu'on fait, etc. Et si on n'y prête pas attention, petit à petit, il va renvoyer des signaux de plus en plus forts et de plus en plus évidents. La personne qui le matin ne peut plus se lever, c'est-à-dire que c'est un effort surhumain de mettre un pied par terre, de se lever, parce qu'elle a la tête qui tourne, elle a envie de vomir. D'ailleurs, depuis déjà des nuits, elle grince tellement des dents que ses dents sont en train limite de se déchausser, ses dents sont en train de s'élimer l'une contre l'autre.
elle perd ses cheveux. Il y a tout ça. Et ça, pour le coup, je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire que c'est assez vrai comment le corps vous envoie des signaux. Et on est les seuls à pas les voir, ces signaux. Parce qu'autour de nous, tout le monde les voit. Donc, quand on dit non, mais ça va, t'inquiète, on manque à nous-mêmes. Hein, on triche. On triche. Et les autres ne sont pas dupes. Donc, on va voir aussi comment accompagner une personne en burn-out. Donc, je vous ai parlé de la différence par rapport à la dépression. Je vous ai parlé de cette souffrance aiguë. Moi, quand j'étais dans un grand groupe juste avant, j'ai eu la chance d'être référente burn-out pour le coup et d'être formée par un docteur, une docteure qui s'appelle Docteur Benichou et qui nous a sensibilisés à la QVT, donc la qualité de vie au travail. Et elle ne parlait pas de bien-être au travail, mais elle disait être bien au travail. Et c'était important pour elle. Et elle nous a sensibilisés aux risques psychosociaux, donc à tout ce qui environne le burn-out, mais pas que, le harcèlement, etc. Elle nous a rappelé une pyramide. J'imagine que vous connaissez tous la pyramide de Maslow, vous savez, cette pyramide qui est comme ça et qui a différents étages. Et ces différents étages correspondent à des besoins qui ont besoin d'être nourris pour pouvoir être bien, s'accomplir, être en sécurité. Et d'ailleurs, un des premiers besoins, c'est un besoin, on va dire, physiologique, d'accord? C'est-à-dire, c'est le besoin, c'est boire, manger, voilà, c'est tout ce qui fait que le moteur peut avancer, on va dire. Et après, on a un autre besoin qui est quand même assez intimement lié, qui est un besoin de sécurité. Donc, quand on est en entreprise, par exemple, c'est je suis sûre que je suis dans une entreprise où je suis dans un bâtiment qui est sûr, où c'est assez stable, il y a des règles, voilà, c'est quelque chose où je me sens en sécurité. Et l'autre étage de la pyramide, c'est un besoin d'appartenance. J'ai besoin, pour m'accomplir, pour être bien, de savoir que je fais partie d'un groupe, d'une équipe, si c'est dans la vie perso d'une association par exemple, ou en tout cas d'un groupe d'amis, que je peux me trouver des caractéristiques communes avec tel type de personne. En tout cas, voilà, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas isolée. Et ça, c'est plutôt rassurant, c'est structurant, et ça participe au fait d'éloigner ces phénomènes de burn-out qui précipitent l'isolement pour le coup. Un autre besoin, c'est le besoin d'estime. J'ai besoin que l'on reconnaisse mon travail, que je sois estimée, que je sois valorisée dans ce que je fais. C'est un besoin fort, légitime, qu'il soit d'ailleurs dans le travail ou à la maison, hein, parce qu'on on est réunis aujourd'hui aussi pour parler des burn-out parentaux. Et moi, c'est quelque chose qui revient beaucoup en séance, en cabinet, c'est de me dire je ne suis pas reconnue, je manque de reconnaissance. Je fais les choses, mais on ne me dit pas que c'est bien, on me dit que quand ça ne va pas. Bon, là, vous imaginez les conséquences à long terme. Alors, une fois ou deux, bien sûr que ça arrive à tout le monde, et moi la première, de ne pas toujours penser à dire ça c'est super, etc. Mais à un moment donné, quand c'est de manière répétée, et que notamment on a un de nos drivers, c'est-à-dire des messages que l'on a en nous qui sont importants, qui sont nos moteurs, et qui est très fort, et qui a un driver qui s'appelle fait plaisir, c'est-à-dire j'ai besoin d'exister à travers les yeux des autres, et j'ai besoin que les autres m'envoient leur reconnaissance, m'envoient leur amour, etc. Et c'est comme ça que je me donne de la valeur, en tout cas ça y participe. Si ce retour-là, il n'est pas là, ce feedback de bravo, super, super job, belle présentation, ou bravo maman, j'adore comment t'as organisé le week-end, c'était hyper fun, on s'est tous amusés, ou bravo ma chérie pour la tenue de la maison et la cuisine, ce plat il était encore formidable. Enfin, vous voyez, tous ces petits messages qui font quand même du bien. Si on ne les reçoit pas, à un moment donné, il va nous manquer quelque chose à cet étage de la pyramide. Et le dernier besoin, le Graal, c'est un besoin de sens. Alors on appelle ça le sens, la mission, l'accomplissement. C'est aujourd'hui, au-delà de tout ça, quelle est ma mission, quelle est ma place, comment je peux m'accomplir dans la vie.
Et là, on est dans un sens bien plus élargi, hein. Vous avez vu qu'une simple tâche à réaliser, qu'une simple maison à ranger ou une famille à élever. On est dans, mais au final, à quoi ça sert tout ça? À quoi moi je sers? Quelle est mon utilité? Et, et, et aujourd'hui, alors j'ai envie de dire ça, on n'a pas trop de soucis aujourd'hui, à part dans ce contexte un peu compliqué de confinement, etc., où en effet, euh, il y a des besoins de sécurité physiologique qui sont un petit peu remis en question quand même. Mais aujourd'hui, là où le bas blesse vraiment, vraiment, hein, c'est là. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui me disent il n'y a plus de sens dans ce que je fais. Je ne sais même plus pourquoi j'y vais, je ne comprends pas, j'entends la stratégie, je vois bien, hein, mais je ne m'y reconnais pas. Ça n'a pas de sens. Et écoutez aussi ces gens qui commentent les décisions du gouvernement, alors peu importe ce qu'on pense, hein, et qui disent non mais ça n'a aucun sens en fait. Donc moi quand ça n'a pas de sens, je ne m'y retrouve pas, je suis perdue. Et être perdu, alors qu'on a tous profondément besoin de stabilité, besoin d'un cadre qui soit large ou étroit, peu importe, chacun avec ce qu'il peut, mais on a tous besoin de ça. Et qui correspondent à nos valeurs, à ce qu'on comprend, à nos croyances. Enfin, il faut qu'on s'y retrouve quelque part. Et quand on est complètement à côté du cadre, de notre cadre, eh bien là, on s'y perd, on n'a plus de référence. On n'a plus rien à quoi se raccrocher. Euh, et c'est là qu'on décroche. Alors, il y en a qui, du coup, assez spontanément, vont dire « Ok, je m'en vais, je comprends plus rien dans cette boîte-là, c'est n'importe quoi. Les décisions, on dit ça, on fait pas. Moi, je vois très bien qu'il faudrait faire ça. On en parle en réunion et en fait, on fait complètement l'inverse. Donc moi, ça ne va pas, je m'en vais. Ok. Donc ça, ce sont des personnes qui sont en capacité de faire ça, qui ne sont pas aussi travaillées parce que voilà, on est tous constitués comme on peut. On a tous fait de notre mieux. Et notre histoire, notre parcours a fait que certaines peurs sont venues un petit peu s'engrainer en nous. Euh, et puis d'autres ont peut-être d'autres peurs, mais en tout cas pas celle-là, pas celle de quitter l'entreprise, de dire non mais moi ça ne me va pas du tout, moi je m'en vais, c'est bon, je donne ma DM. Donc une famille hein, qui décide de se séparer parce qu'en effet l'union n'a plus de sens. Et il n'y a même pas à juger ça, c'est-à-dire si les deux personnes réagissent en tant qu'adultes et à force de questionnement, de remise à plat, d'ajustement, etc., se disent mais non, on a beau avoir lancé le truc, essayer de réajuster, etc., ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, je ne m'y retrouve plus. On est parti dans deux directions différentes. Et, euh, et ok, il y a encore des choses, il y a potentiellement les enfants, il y a deux, trois choses qui nous animent, mais ça ne suffit pas. Bah ok, on se sépare, et c'est comme ça. Et pour avoir le courage, entre guillemets, de faire ça, c'est qu'il faut avoir soit une solide connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi, en l'avenir, etc. Ne pas être freiné par ses peurs, ou alors ça va être plus compliqué. Et des personnes vont rester dans la situation désagréable parce que elle est quelque part plus confortable que partir. Et dans le travail, c'est pareil. Tous ces gens-là, vous savez, vous en côtoyez plein, j'imagine, qui, euh, qui vous disent ah, ce boulot, j'en peux plus, moi. J'en peux plus, je m'y retrouve plus. Puis, mon collègue, laisse tomber. Je partage rien, on discute de rien. Puis là, on a distance, bah, tant mieux, parce que de toute façon, je pouvais plus les supporter. Mon patron, là, n'importe quoi. De toute façon, il arrive à n'importe quelle heure, on sait même pas ce qu'il fait. Et puis moi, mon boulot, bah, je m'ennuie. En fait, je m'ennuie. Ou alors, j'ai trop de trucs à faire, et tellement j'ai trop de trucs à faire, je sais même plus par quoi m'y prendre. Je fais n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Et moi, j'entends ça, oui, je suis en train de me le dire, et ça me monte, et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Mais va-t'en, va-t'en. Mais, je sais pas, t'as 40 ans, même t'as 45 ans, mais peu importe, j'ai envie de dire, va-t'en. Tu sais faire autre chose. T'as su le faire là, pourquoi tu le ferais pas ailleurs? Donc bien sûr qu'on a envie d'insuffler cette énergie-là. Mais il y a des personnes qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Parce qu'au final, c'est moins inconfortable de rester là-dedans, avec tous les désagréments que je vous ai cités, plutôt que de dire, mais attends, un grand saut dans l'inconnu, et là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si? Et si je n'étais pas capable? Et si j'étais trop vieux? Et si on ne voulait pas de moi? Etc., etc. Donc on va continuer dans une situation désagréable. Et puis pour un peu qu'on soit un petit peu drivé par d'autres petits drivers, genre soit parfait, donc il faut que tout soit bien fait.
Même si ça me plaît pas trop ce que je suis en train de faire, même si je sens que je suis au bout d'une histoire, etc. Enfin, peu importe, il faut que de toute façon que ce soit parfait. Pour peu qu'on a un soi fort, un autre driver très important qui dit mais de toute façon tu ne te plains pas, c'est comme ça, tu es là pour en baver. Donc, et se plaindre, c'est quelque part avouer sa fragilité. Donc tu te tais, tu fais le job et tu le fais bien surtout. Idéalement tu le fais vite aussi parce qu'on ne va pas non plus passer 3 plombes sur cette histoire, sur ce dossier. Donc tu y vas à fond, tu fais aucune erreur, tu te plains pas. C'est normal que tu sois fatigué, il y a du boulot, c'est pour tout le monde pareil. Donc tu le fais ton job, tu le fais bien, tu le fais vite et tu te tais. Et puis quand tu rentres à la maison, pareil, hein, tu fais tout bien. C'est-à-dire que si y a les enfants après, les devoirs à faire, même s'il est 20h, tu vérifies qu'ils sont faits. Si c'est pas fait, tu fais refaire jusqu'à temps que la cuisine nickel. Et puis le mari, il faut penser à poser la question, c'était bien ta journée, t'intéresser, etc. Tout parfait. Imaginez là la pression que la personne se met de manière très inconsciente parce qu'au final personne ne lui met. Et pour arriver à tout faire bien. Là je suis en train de vous décrire de manière un peu simple, mais c'est vraiment ça. Quels sont les profils types qui tombent en burn-out? Ces profils types sont des personnes qui sont animées par ces drivers-là. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi. Il y a un forfait plaisir aussi, pour faire plaisir aux autres. Toi, tu penseras à toi après. C'est pas urgent, tu as le temps. D'abord les autres, être sûr que lui, il est content, il a son dossier qui est OK, que les enfants, tout est OK, tout est géré, leur colonie est réservée, machin, tout est bien ficelé, ils ont leurs affaires, voilà, nickel. Et puis toi, quand est-ce que tu as été la dernière fois chez le coiffeur? Quand est-ce que tu as pris le temps d'aller discuter avec une copine, te balader? Oui, ça fait longtemps, mais c'est pas grave, c'est normal. En ce moment, c'est un peu difficile, hein. C'est normal, je ferai ça après. Oui, bien sûr. Puis on le fait pas. Donc, cette exposition comme ça, constante à la pression, au stress, qui à la base n'est pas négatif, hein, le stress, attention. Le stress est un moteur, le stress bien utilisé, savamment dosé, peut même être un vecteur de performance, hein, de dépassement de soi. Mais une exposition, non pas au soleil, mais au stress, de manière récurrente, régulière, sur du long terme, voire même du moyen terme, est un danger. Alors, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est en fait le déséquilibre que l'on perçoit entre ce que l'on pense pouvoir faire ou savoir faire et la situation à laquelle il faut faire face. J'ai une situation là que je dois gérer et je pense savoir que j'ai potentiellement pas tous les outils, pas toutes les ressources pour pouvoir y faire face. Et donc ça va me générer une grosse pression, un gros stress, de me dire mais comment je vais faire pour y arriver? Donc ce déséquilibre-là, il va nous demander de sortir encore un peu plus de notre zone de confort, d'aller un peu plus loin, parce qu'on a le sentiment que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. On est confronté en burn-out quand il y a d'une part de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une zone d'inconfort. Que dès qu'on a fini quelque chose qu'on sait faire, à nouveau on est replongé dans une situation où il faut s'adapter, apprendre, découvrir, etc. Donc ça c'est pareil, c'est comme le stress. De temps en temps, bien sûr que c'est une clé de motivation, que c'est super challengeant, que c'est très intéressant. Mais si c'est tout le temps, vous imaginez, c'est comme si vous arrivez dans une maison, déjà un déménagement, etc. C'est éprouvant, je sais ce que je dis, je viens de déménager. Et puis, à peine installé, etc., ça y est, vous avez mis les meubles, les cadres, les rideaux, hop, on recommence, hop, on déménage. Et à nouveau, les cartons, les machins, et à nouveau la fatigue, on s'installe, et à nouveau, et ça tout le temps. Vous faites comme ça que des sauts de puce, sans jamais prendre le temps de vous installer, de savourer, de contempler aussi ce que vous avez su faire, comment vous avez su le faire, de vous féliciter, voilà, sans jamais prendre ce temps-là. Ça, clairement, ça participe au burn-out. C'est un des facteurs clés. L'autre facteur, c'est quand on a l'impression qu'on manque de contrôle sur la situation. Quand ça nous échappe. Et ça, c'est un des premiers signaux. Se dire, la situation, elle est en train de m'échapper complet. C'est les premières choses que mes coachés me disent. Ça m'échappe.
L'habitude, je contrôle et tout, c'est ok. Là, ça va plus du tout en fait. J'ai plus, je sais pas, c'est comme si j'arrivais plus. Donc, la perte de contrôle. Euh, L'ego menacé. Ça participe aussi à vous plonger dans le burn-out, c'est quand on commence à remettre en question vos capacités, vos compétences. Et là, on se dit, alors déjà qu'on se posait la question, parce que forcément, si en plus on a un soi parfait, etc., on va se dire, non mais moi là, c'est pas assez bien, etc. J'ai l'impression déjà, je sens que je perds un peu le contrôle, que ça m'échappe. Je suis toujours dans ma zone d'inconfort, donc ouf, c'est pas super serein quand même. Et si en plus quelqu'un vient appuyer en disant, non mais là, d'habitude, c'était mieux que ça, t'étais plus rapide, non? Qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué? Hein, vous sentez déjà là le coup de pression qu'on se met, le coup de hache dans l'estime de soi, dans la confiance que l'on peut avoir dans ses capacités, de se dire, mais en fait, c'est pas qu'une impression, c'est qu'en fait, j'y arrive plus, quoi. Même les autres le voient. Alors là, c'est pire que tout. Donc, tout ce côté nouveauté, imprévisibilité, ego menacé, perte de contrôle, tout ça participe à générer ce stress et à vous plonger dans un état de stress permanent et donc nocif pour votre santé. Et bien sûr, à cela va se rajouter des journées de travail très longues, de plus en plus longues. Une surcharge de travail, c'est pas tant qu'on reste longtemps, c'est qu'en plus, il y a beaucoup à faire, de plus en plus. S'adapter tout le temps, nouvelles tâches, nouvelles méthodes, nouveaux logiciels, nouvelles stratégies, transformation de l'entreprise, réorganisation, etc., etc. Peu de soutien au final. Les gens me disent, au final, quand j'avais l'impression, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est une question de perception, j'avais l'impression que j'étais toute seule, ou que j'étais tout seul, que les autres m'auraient pas compris, que les autres, eux, ils avaient l'air de gérer, donc j'allais pas les embêter avec ça, donc il fallait que je me débrouille tout seul. Et aussi, pour beaucoup, me disent des objectifs qui changeaient tout le temps, et qui, à un moment donné, n'étaient ni stables, ni réalisables. Moi, j'ai une personne que j'ai accompagnée là, qui était au Pays Basque, dans le domaine bancaire, et qui me disait, c'est simple, on savait que pour avoir notre rémunération, notre fixe, etc., ça pas de souci, et notre partie variable, il fallait atteindre tel schéma de bonus. Donc il fallait atteindre ceci, tant de nouveaux clients par exemple, tant de chiffre d'affaires réalisé dans telle assurance, je dis n'importe quoi, d'accord, parce que les banques font des assurances, etc. Et donc il y avait des ratios comme ça, des objectifs qui étaient écrits. Et puis donc ils avançaient, mettons trimestre par trimestre, vers ces objectifs-là, parce que ça fait quand même partie, même si c'est pas le moteur premier et de la motivation au travail, bon, ça y participe. Et puis en cours de route, pour X raisons, parce que l'entreprise remettait en question une stratégie, disait non, au final, la stratégie là, c'est plus forcément d'avoir des nouveaux clients, c'est plutôt la fidélisation. Donc on va transformer le nombre de nouveaux clients en le taux de conversion fidèle, le nombre de fois où les clients reviennent ou reprennent un autre produit, etc. Donc à chaque fois, ce vers quoi ils allaient, ce vers quoi ils construisaient leur action, leur comportement, leur stratégie, était remis en question en permanence. Et donc du coup, l'impression de ne pas avancer, de faire et défaire, construire, déconstruire. Et du coup, et pour le coup, ne pas avoir le bonus à la fin du quarter, du trimestre. Et donc ça, plus des objectifs qui n'ont pas de sens, des objectifs qui sont pleinement dit, non mais là c'était même pas réalisable. De toute façon, ils nous ont mis l'objectif, mais clairement pour nous décourager, on savait pertinemment qu'on ne l'aurait pas. Donc voilà, tout ça, et avec tous les autres facteurs que je vous ai dit, journée longue, surcharge de travail, peu de soutien, stress permanent, fatigue, etc., etc., tout ça fait que vous plongez. Vous plongez dans cette maladie qui s'appelle la maladie des efficaces. Parce que vous l'avez bien entendu, on veut bien faire. On veut bien faire coûte que coûte, et quoi qu'il arrive. C'est la maladie des surengagés. Il y a beaucoup, et ça c'est quand même assez étonnant, dans les personnes que j'accompagne qui sont en burn-out, j'ai beaucoup de personnes qui sont au potentiel. Et je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que ce sont des personnes qui ont une haute
un haut idéal de l'entreprise, de l'accomplissement en entreprise, de tout l'espace qu'on peut y avoir en termes de réflexion, de stratégie, des prises d'initiative, etc. et qui sont freinés, qui sont à un moment donné ouais, complètement effrénés et déçus et entravés dans leur mouvement, dans leur liberté de penser, de réfléchir, de proposer des choses. Donc voilà, j'ai beaucoup de haut potentiel. J'ai beaucoup de... Moi, je pratique l'énéagramme, donc c'est un test de personnalité, mais qui n'est pas qu'un test, qui est plutôt un profil de personnalité. Et dans ces profils-là, il y en a 9, et il y en a un qui s'appelle, c'est l'énéatype 1, hein, le perfectionniste. Et j'ai beaucoup de type 1. Et le type 1, il a une aile, alors c'est le petit chiffre qui est à côté, qui est le 2, qui s'appelle l'aide aux autres. Et donc, perfectionniste mêlé avec une aile bien développée de mon objectif, c'est d'aider les autres, c'est de me positionner un peu en sauveur, etc. Donc, il faut que je sois là, il faut que je sois toujours présente, active, à l'écoute, etc. de l'autre, et peut-être un peu moins de moi. Bah ça, c'est un cocktail assez explosif pour tomber en burn-out. Les symptômes, je vous en ai parlé. C'est... alors, en effet, hein, cette fatigue corporelle, ça commence par quoi? L'antichambre, on va dire, du burn-out, c'est ce qu'on appelle le burn-in. C'est une des premières phases, c'est le présentéisme. On va rester plus longtemps au travail. Ou on va mettre, si c'est pour le burn-out parental, on va être dans une question de quantifier le temps. En disant, mais si je reste plus longtemps, si je fais ça plus longtemps, ça va aller. Et donc, on va étirer les journées. Et c'est le premier signe qu'il faut guetter. Donc, en tant qu'accompagnant de personnes qui sont potentiellement en risque de burn-out, c'est une des premières choses à laquelle vous devez veiller. C'est les journées qui s'allongent. Alors, une fois de temps en temps, bien sûr que c'est normal parce qu'il y a tel projet qui a demandé d'être plus présent plus longtemps au travail ou à la maison, de s'investir plus longuement dans telle ou telle tâche. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci tant que c'est ponctuel. Quand c'est répété et quand ça devient une routine, une nouvelle façon de vivre, de travailler ou d'être, là, c'est danger. C'est le premier signe. Et puis, l'épuisement émotionnel. Alors, c'est marrant, c'est que moi, docteur Bénichou m'avait dit, quand on pleure, c'est qu'on n'est pas encore en burn-out. Et bizarrement, moi, je pleurais beaucoup. Donc, moi, je remettrais un petit peu juste en question ça. Tout dépend comment on est. Moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible, hein, donc j'ai facilement accès à mes émotions, et notamment à celle-ci, la tristesse. Donc, moi, je dirais pas ça. En effet, être dans le déni, ne pas pleurer, c'est différent. C'est-à-dire qu'en effet, moi, j'étais dans ce déni de dire non, mais tout va bien, c'est normal, avec limite un peu d'agressivité en disant mais c'est bon, vous pouvez pas comprendre, de toute façon, j'ai des responsabilités, j'ai du boulot, c'est comme ça, donc laissez-moi faire, laissez-moi travailler. Donc, on peut avoir ce côté un peu euh, regain d'agressivité, de se sentir incompris. Et c'est ça l'isolement dont je vous parlais au tout début. Plus ça va aller, plus on s'isole parce qu'on est persuadé que les autres ne nous comprennent pas, ne voient pas à quel point c'est nécessaire qu'on fasse tout ça. Ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas à notre place. Personne ne peut savoir à part nous. Donc ça contribue fortement à ne plus vouloir dire. Et de toute façon, inconsciemment, on a quand même un petit peu honte de ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est comme, moi je vois, j'étais un petit peu dédoublée. Je voyais bien ce que j'étais en train de faire. Sauf que le petit double de moi me disait pas arrête. Me disait juste, tu vois bien que tu es en train de te fatiguer là. Tu vois bien le mur dans lequel tu es en train d'aller. Alors en plus, comme je vous le disais, j'étais référente burn-out, donc j'avais été sensibilisée. Je savais bien les signaux, je savais bien où ça menait. Donc j'étais fortement impliquée dans l'histoire. Sauf que ça n'a pas suffi. Parce que le petit double de moi, il n'a pas su me dire stop, maintenant tu t'arrêtes. Il était là, il regardait et il disait ok, là tu vas droit dedans. Mais voilà, comme un spectateur en fait. Et ça, on a du mal à le partager. On a du mal à dire qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Moi, au final, j'ai eu très peu de colère contre l'entreprise, etc. Et les personnes que je reçois, au début peut-être en ont un petit peu, mais après se disent, mais en fait, j'aurais pu, moi, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu dire stop. Alors bien sûr qu'au début on se défend en disant non mais il y avait tellement de choses à faire,
Ils auraient pu me dire, non mais là t'en as trop. Alors oui, ça c'est sûr, ils auraient pu voir certaines choses. Mais si nous, on ne donne pas les signaux comme quoi c'est trop, si on ne le dit pas, ou en tout cas pas assez suffisamment, si on ne l'exprime pas assez, ben, votre patron, il va faire quoi? Il va dire, bah, l'encaisse, c'est super. On vous appelle hein, souvent, et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, hein, les warriors, les guerrières. Et c'était ça, c'était... mais de toute façon, t'es une guerrière, toi, tu peux tout encaisser. T'as un rouleau compresseur, toi, rien ne t'arrête. Ouais, ça aussi, c'est des signaux, attention. Parce que au début, ça flatte l'ego, clairement. Et après, on se dit, mais en fait, attends, est-ce que c'est vraiment bien au final? Est-ce que c'est un compliment d'être traité de guerrière ou de rouleau compresseur? Pas sûr. Alors oui, ça aide, hein. C'est des stratégies. Hein. Moi, ça m'a aidé pour dépasser plein de situations compliquées, de me mettre dans ce mode comme ça, guerrière, rouleau compresseur. Ouais, mais bon, à quel prix en fait? À quel prix? Donc, ok, faut être très honnête avec ce qu'on ressent, la façon dont ça nous flatte, la façon dont c'est utile à certains moments, et la façon dont il faut de temps en temps baisser un peu le curseur pour se dire attention là, c'est trop. Guerrière oui, mais pas tout le temps, parce que sinon, la vie c'est quand même pas un champ de bataille, hein. On n'est pas en guerre, d'accord? Donc tranquille. Euh, donc, voilà, alors les symptômes, hein, comme je disais, fatigue, manque d'énergie, trouble du sommeil. Bon, bah, c'est simple, hein, trouble du sommeil, alors ça revient, hein, c'est que c'est pas tant la difficulté à s'endormir, pas tout le temps, c'est surtout le réveil, 2h, 3h, 4h du matin. Et là, on se lève. Donc, pour partager mon expérience, je me levais, et puis là, bah, je me disais, chouette, c'est une opportunité de continuer ma journée, parce que c'était pas assez d'avoir bossé jusqu'à 20h ou 21h. Donc c'était, bah, j'envoie des mails à 2h, 3h du matin. Sauf que j'étais pas assez maligne, c'est que je les programmais pas, mes mails, je les envoyais directement, mais des fois même à mon patron, à des managers, etc. Et donc du coup, ils voyaient que j'étais en train de travailler la nuit. Donc là, ils ont commencé à se dire, mais en fait, ça débloque vraiment. Puis votre mari qui se lève en disant, mais t'es en train de faire quoi? Tu bosses, mais ça va pas bien. Donc voilà, c'est des signaux aussi, hein, quand vous commencez à vous voir en train de vous lever pour vous dire, c'est une opportunité cette insomnie, c'est génial, ça rallonge ma journée. Méfiance, méfiance. Oui, pour les réveils nocturnes, c'est normal quand on a un sujet qui vous travaille, qui vous traverse et qui vient agiter votre mental. Il y a des techniques pour ça, et d'ailleurs je les partagerai. Euh, mais en tout cas, en aucun cas, en profiter pour travailler. C'est pas le moment. Il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour travailler. Maux de tête, acouphènes, perte d'équilibre, troubles de l'alimentation, troubles intestinaux, euh, troubles musculaires, des tremblements, mal partout, des raideurs, la mâchoire crispée, ça je vous le disais, hein. Donc les vertiges, je vous en ai parlé, des palpitations, hypertension, des ulcères, perte de cheveux, ongles fragilisés, libido en berne, intolérance, oui, au bruit, ça c'était assez fort, au bruit, à la lumière, euh, comme si on avait envie de se mettre dans une bulle, qu'il y avait tellement d'agitation dans notre journée, etc., qu'on ne supporte plus la télé forte, les gens qui parlent fort, les rires forts, la lumière, ça devient intolérable. Infection urinaire, notamment chez la femme, dérèglements hormonaux. Et puis oui, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Donc tous ces signaux-là sont des signes potentiels d'un risque de burn-out avéré. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on a l'impression de ne plus maîtriser, ça je vous l'ai dit, qu'on perd le contrôle, qu'on a l'impression de glisser, de perdre pied, mais qu'on ne peut plus faire marche arrière, comme si on n'avait pas le choix. On se dit ça aussi. Et je ne peux plus me détendre non plus. Je ne peux même pas m'autoriser à me détendre. Je ne peux pas différencier ma vie privée et ma vie pro, donc il n'y a plus de cloison. Et ça, c'est essentiel. Et ça, on le retrouve aujourd'hui, les personnes qui travaillent à la maison ne cloisonnent plus. Les personnes aussi, alors au-delà du confinement et de la crise sanitaire qui nous replonge en télétravail, mais les personnes qui travaillent de chez elles.
tout simplement, hors contexte là, qui disent je dois être sacrément construit pour me dire, pour compartimenter en disant ok, là c'est mon temps de café, là je vais à mon espace de travail, à mon bureau, et même si c'est la table du salon, et là je travaille, je compartimente, après je sors de cet espace et je vais manger, et là je ne suis plus dans un temps de travail. Vous voyez, il y a tout ce cloisonnement, mais même spatial à faire, qui va vous permettre de décloisonner et de ne pas enchaîner. Parce que, bon, moi, travaillant aussi de chez moi, hein, les journées, c'est simple, hein, c'est génial. Vous n'avez même plus à vous déplacer, vous avez l'outil de travail dispo à la maison. C'est formidable pour quelqu'un qui est dans une, une frénésie de travail tout le temps, parce que c'est passionnant de travailler. Enfin, moi, je sais que j'adore travailler. Mais du coup, là, j'ai tous mes jouets à la maison. Donc, je peux faire ça tout le temps, ne jamais m'arrêter. Donc, attention à ça. C'est une humeur changeante, c'est agacement, quand je vous disais, des pleurs, irritabilité. C'est une tension nerveuse qui est là tout le temps, donc dans les muscles, hein, mais qui est aussi palpable en soi. Diaphragme serré, toutes ces choses-là. Beaucoup moins de patience. Et une espèce de sécheresse émotionnelle, comme un détachement. Comme si, vous savez, quand je vous parlais de se mettre dans la bulle, quand on est un peu dissocié, quand on est dans une réunion, mais c'est un peu ça aussi, même dans la famille. On est là, mais on n'est pas là. Ça nous intéresse moins. On se coupe. On se coupe, au final, de ce qui pourrait être bon pour nous. Hein. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. On se coupe de la joie d'un enfant, de la tendresse d'un mari, d'un partage en famille. C'est comme si on était un peu décentré, on dépersonnalise un petit peu tout ça. C'est assez glauque, ça, cet aspect-là des choses. Et donc, il y a un peu de mutisme, de découragement, d'isolement, sensation d'être prise dans une spirale là, qui vous aspire par le bas. On perd le sens, on perd nos idéaux, on perd notre confiance en nous, bien entendu, et comme une espèce de résignation. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, quels sont les moyens de s'en sortir? Quels sont les moyens de s'en sortir? Et ça, c'est ce que nous allons voir juste après cette pause. Car ça fait maintenant, alors pour la vidéo, une quarantaine de minutes, mais pour nous qui sommes tous ensemble, ça fait une bonne heure et quart qu'on est ensemble maintenant. Donc je vous propose de faire une petite coupure. Et puis, à la suite de cette coupure-là, je serais ravie de recueillir, et même du coup pour les personnes qui écoutent cette vidéo, que vous me postiez vos réactions, vos témoignages, vos questions, déjà sur cette première partie. Et puis après, je me ferai un plaisir, maintenant que je vous ai détaillé les chiffres du burn-out, ce qu'était le burn-out, quels étaient les signes du burn-out, quels étaient les candidats idéaux au burn-out. Et maintenant, on va aller voir la partie quand même qui est hyper importante, c'est comment on s'en sort. Comment on s'en sort, quelles sont les techniques, et au-delà des techniques, je préfère utiliser le mot-clé, les petits pas qui vont faire qu'on va s'en sortir. Parce que la bonne nouvelle, hein, et moi je suis là aujourd'hui pour en témoigner, c'est qu'on s'en sort. On s'en sort avec quelques éléments clés mais que vous avez tous à portée de main. Donc pas de souci, il n'y a rien à aller acheter, imaginer, créer. C'est en vous. Mais voilà, il faut juste en prendre conscience. Donc après cette petite pause, les éléments clés pour s'en sortir. Allez, à très vite. Aérez-vous bien.